Je m'appelle Raphaël Levy. Je suis un consultant en solutions chez Bright Data depuis plus de 5 ans maintenant. Et je suis ici pour partager mon expérience, ce que j'ai vu, ce dont les clients ont besoin et la meilleure façon de l'atteindre. Maintenant, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur des points douloureux constamment observés chez les clients, principalement des blocages. La stabilité, la performance, l'évolutivité et bien sûr tout cela se termine à temps et en cours sont des éléments essentiels. L'objectif de ce webinaire est de vous aider à choisir le bon modèle plutôt que de réinventer la roue ou de créer une technologie déjà existante. Nous voulons vous faire économiser du temps et des ressources en évitant les doublons inutiles. Voici un modèle qui représente l'internalisation par rapport à l'externalisation des technologies. Par exemple, si vous utilisez uniquement l'infrastructure de proxy, vous devez avoir un département de développement pour développer les scrappers et les technologies. Bien sûr, plus vous montez, vous pouvez simplement acheter les données comme service. Cela devient une solution plus économique, car vous n'avez pas besoin de développer les technologies existantes. Vous utilisez des entreprises qui l'ont déjà fait pour vous. Donc, il y a quelques modèles que nous voulons souligner. Comme je l'ai mentionné précédemment, la solution interne où vous développez essentiellement tout, vous louez simplement l'infrastructure de proxy et vos développeurs développent tout, la gestion du proxy web, les technologies de Development Web, analyse et reparsing des validations de données et de la livraison des données, combinaison hybride avec location d'infrastructures de proxy, outils de gestion de proxy avec déverrouillage web et automatisation de navigateurs, laissez analyse, validation et livraison des données à votre équipe. Solution sans serveur, où l'analyse et la réanalyse sont effectuées par le fournisseur tiers de manière équitable et transparente. Et bien sûr, des données en tant que service, c'est-à-dire que vous achetez les données déjà collectées et les reparse. Utilisez les données, c'est crucial pour votre entreprise. Réfléchissez à ce qui est au cœur de votre activité. Votre entreprise se concentre-t-elle sur le scrapping et la collecte de données ou sur le traitement et l'utilisation des données pour autre chose? Aujourd'hui, nous allons parler de l'optimisation des proxys. Nous allons parler de différentes solutions de scrapping hybride et nous allons parler de fonctions de scrapping. Et je veux commencer par l'optimisation du proxy. Chaque fois que vous démarrez votre opération de proxy, il est très important d'avoir une sorte d'outil de gestion où vous pourrez surveiller ce qui se passe avec votre opération de proxy. Maintenant, bien sûr, votre équipe peut construire cela ou vous pouvez utiliser des logiciels disponibles là-bas. Par exemple, Bright Data Proxy Manager, un logiciel open source à télécharger sur GitHub. Une fois installé localement sur votre ordinateur ou à distance sur un serveur, vous pourrez accéder à l'interface visuelle avec l'adresse IP du serveur ou une adresse IP locale avec le port 202999. Maintenant, nous allons créer des types de ports différents, attribués à des réseaux différents. Et en fonction du port que nous utiliserons, quel type d'adresse IP sera attribué à la demande. Alors pourquoi avons-nous besoin d'outils de gestion en tant que gestionnaire de proxy? Il est crucial de voir les journaux. Vous verrez chaque demande qui passe par le proxy. Vous verrez son taux de réussite. Vous verrez sa bande passante et son statut. Par exemple, voici une demande rapide pour vérifier la géolocalisation. Nous pouvons voir la réponse. Ceci est l'adresse IP qui a été attribuée à ce port spécifique, et ici elle est présentée dans un format adjacent. Les en-têtes sont donc actuellement tout ce que nous savons, nous avons un succès, nous avons la bande passante, et en général, c'est un outil très utile pour optimiser vos opérations de proxy. Plus de choses dans la config. Du port, comme des règles importantes. Entrée pour accéder à plus d'options. Les règles sont basées sur des déclencheurs d'action. Alors, par exemple, prenons un déclencheur. Le code de statut sera 403. Cela signifie que si nous envoyons une demande via localhost et le port 24000, nous recevrons une réponse avec le code d'erreur 403. Et si le statut de réponse est 403, nous pouvons essayer à nouveau en utilisant une adresse IP différente si nécessaire. Ainsi, nous venons de créer la logique de réessai. Et il y a plus de choses pour vous. Par exemple, si vous ne voulez pas télécharger des images ou des MP3, MP4 ou des vidéos, vous pouvez simplement les ignorer. Bien sûr, il y a plus à faire.
Vous pouvez prendre le corps de la réponse et mettre une capture. Réessayez avec une nouvelle adresse IP et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses à faire. Tout cela peut être codé par votre équipe de développement, mais pourquoi? Open source, gratuit à utiliser, télécharger, l'utilisateur profite des technologies existantes pour vous aider à faire un meilleur travail. Utiliser la bonne adresse IP pour le bon travail est crucial. Nous avons des adresses IP de centres de données, résidentiels et on-locker qui doivent être utilisées de manière appropriée. Et je veux vous montrer quelle différence cela fait lorsque vous utilisez un type différent d'IP. Pour cela, je vais utiliser Visual Studio. Ici, par exemple, j'ai un script de demande simple qui envoie une demande à un site web cible. Il utilise une configuration de proxy. Il ignore les erreurs SSL. Et nous allons utiliser le gestionnaire de proxy. Donc, nous envoyons la demande à travers un hôte local avec un port 24000. Le port 24000 est une adresse IP de centre de données. Et voyons. Alors, si nous envoyons cette demande, je peux déjà voir que c'est un désordre. Il a été bloqué. Lorsque Amazon bloque la demande, il arrive parfois qu'il renvoie des déchets. Et ici, par exemple, si nous révélons le fichier et l'ouvrons, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de données ici. Ensuite, je veux utiliser une adresse IP résidentielle. Donc ici encore, nous utilisons une adresse IP résidentielle, mais nous ne fournissons aucun en-tête. Nous ne fournissons aucun cookie, littéralement une demande nue. L'utilisation d'une adresse IP résidentielle ne suffit pas ici. Par exemple, on constate que la réponse est plus grande que celle de l'adresse IP du centre de données, mais je doute que nous ayons obtenu des données ici. Voyons voir. Il est très probable que ce soit une capture. Ouvrons-le également. Révélons le contenu du fichier. Boum, c'est une capture. Nous avons des données. Ce n'est pas juste un centre de données, une réponse aléatoire, mais nous en avons. Et troisièmement, je veux utiliser le déverrouilleur. Maintenant, il s'agit d'une technologie qui va essentiellement sélectionner et ajouter les en-têtes, les cookies nécessaires au fonctionnement du site web et fournir les données. Et donc, même si vous envoyez une simple commande curl à travers la zone de déverrouillage vers un site complexe comme le produit d'Amazon, vous devriez recevoir les données en retour. Et regardons ici. Nous avons quelque chose. Ouvrons-le. Boum, nous avons obtenu les données du produit. Nous avons obtenu le HTML complet, toutes les données ici. Donc, tout simplement, en utilisant le bon réseau, en utilisant le bon outil, vous pouvez obtenir les données. Maintenant, ensuite, je veux vous montrer l'utilisation des mêmes réseaux avec automatisation. Et ici, j'ai un script de navigateur. Nous utilisons la bibliothèque Puppeteer pour automatiser le navigateur. Nous ciblons tous le même produit pour atteindre nos objectifs de vente. Et comme vous pouvez le voir, nous allons également utiliser le gestionnaire de proxy. Nous commencerons par l'adresse IP du centre de données. Lors de l'utilisation d'une automatisation de navigateur avec Puppeteer, le navigateur qui s'ouvre est Chromium. Le site web peut détecter qu'il s'agit de Chromium et comprendre qu'il s'agit d'une automatisation du navigateur, donc vous n'avez pas besoin d'ajouter des en-têtes supplémentaires. Alors ici, essayons. Je veux montrer autre chose puisque nous parlons d'optimisation. Comme précédemment, il s'agissait de demandes individuelles. Quand allons-nous ouvrir ce produit dans un navigateur? Voici le navigateur où vous pouvez voir les demandes supplémentaires en cours et la bande passante réellement utilisée au lieu d'une simple demande d'API. Je conseille toujours de choisir la bonne méthode de scrapping. Si possible, faites-le avec une seule demande dans l'API. Si vous avez besoin d'un navigateur, supprimez les éléments inutiles. Comme vous le voyez, l'adresse IP du centre de données avec le navigateur frappe également la capture. Essayons un type de réseau différent. Pourquoi ne pas arrêter ce script dès maintenant, d'accord? Nous allons utiliser le résidentiel maintenant. Laissez-moi simplement supprimer cela afin que nous puissions avoir un autre fichier. Et boum. Donc maintenant, nous utilisons une adresse IP résidentielle avec un navigateur. Et comme vous pouvez le voir, ça a vraiment marché. Donc on a le site web chargé, on a le produit. Nous avons toutes les demandes reçues.
La prochaine chose que je veux vous montrer, les règles étaient en place. Les images ne se chargeaient pas. Voyons ici. X, rafraîchissons-nous. Terminé. Laissons-le tourner encore une fois. D'accord. Vous pouvez voir que toutes les données sont ici. Donc oui, une adresse IP résidentielle avec cette automatisation de navigateur peut vous aider à obtenir des informations à partir d'Amazon. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que lorsque nous parlons de l'utilisation d'adresses IP résidentielles, comme vous pouvez le voir, il suffit de charger le site web. Déjà utilisé environ 7 mégaoctets, et ça continue parce que le navigateur n'est pas efficace. Le navigateur effectue toujours des téléchargements inutiles de requêtes qui ne sont pas obligatoirement nécessaires pour le produit spécifique en question. Donc, dans ce cas, comme vous vous en souvenez, nous pouvons réellement bloquer un grand nombre de demandes et vous pouvez même bloquer des demandes spécifiques. Si vous analysez le site web et supprimez tous les éléments inutiles, vous serez en mesure de l'optimiser encore plus efficacement. J'ai eu des clients qui ont réussi à réduire leurs coûts de 30% grâce à cette méthode, et nous pouvons rapidement procéder à un test pour vérifier son efficacité. Veuillez enregistrer les modifications, effacer les journaux, puis exécuter à nouveau le programme pour finaliser les changements effectués. D'accord, maintenant pas de photos. Et ici, nous pouvons observer les demandes qui ont été négligées avec une flèche de couleur verte. Au total, la bande passante sera bien moins importante. Donc voici ce que j'essaie de dire, optimisez votre proxy. Si vous n'avez pas besoin des images, ne les téléchargez pas. Si vous avez juste besoin des URL, c'est une bonne façon d'optimiser et d'économiser 20-30%. Parfois, cela peut être selon le site web. Si vous constatez que le unlocker n'est pas adapté à l'automatisation du navigateur, alors maintenant. Unlocker est un outil conçu pour les requêtes API simples. Vous avez une destination ou une URL cible. Vous l'envoyez via l'unlocker et vous obtenez le HTML en retour. Quels sont les inconvénients? Les inconvénients sont que si le site web a besoin d'exécuter du JavaScript ou si vous avez besoin d'interagir avec le site web, alors Unlocker n'est pas l'outil approprié pour vous. Mais heureusement, Bright Data a un autre produit pour l'automatisation du navigateur qui est différent d'Unlocker et qui aide à débloquer les sites web, et il s'appelle le Scrapping Browser. La prochaine chose que je veux vous montrer est le navigateur de scrapping. Scrapping Browser est conçu pour les sites web compliqués où les clients veulent interagir avec le site, mais profiter de la technologie de reconnaissance des empreintes digitales et de déverrouillage de Bright Data. La prise d'empreintes digitales est effectuée automatiquement sous le capot. Chaque session aura sa propre adresse IP et sa propre empreinte digitale, et il est très simple de convertir votre code ou votre script pour qu'il soit exécuté via le navigateur de scrapping. En réalité, il suffit simplement d'envoyer la connexion via le WSS et le Bright Super Proxy en utilisant le port 9222 pour que cela fonctionne correctement. Et cela ouvre un navigateur complet Chrome sur nos serveurs. Vous n'avez donc plus besoin de vos propres serveurs. Pas besoin de toute cette infrastructure pour le scrapping du navigateur. Vous pouvez le faire sur votre ordinateur portable. Et par exemple, utilisons le même site cible que nous avons utilisé précédemment. Je souhaite simplement vous démontrer que la capacité de mise à l'échelle d'un navigateur de scrapping est immense et cela est très facile. Je suis en train d'utiliser un ordinateur portable ThinkPad simple avec 16 gigaoctets de RAM et Laissez-nous simplement démontrer, par exemple en ce moment. Je veux juste exécuter une seule tâche. Nous allons ouvrir les outils de développement. Je veux vous montrer que vous pouvez voir le navigateur qui s'exécute à distance et lançons-le. Comme vous pouvez le voir, une tâche est en cours. Nous ouvrons les DevTools. Il a passé à travers les données lumineuses. Nous verrons ce qui se passe sur le serveur ouvrant le navigateur. Ce sont les sites web, les éléments. La page est chargée. Je peux faire défiler un peu vers le haut et le bas pour vérifier si la page se charge correctement, mais elle est là. Les données sont là.
Revenons à notre script et voyons ce qui se passe ici. D'accord, nous avons la page chargée. J'ai mis 50 000 ms de délai ici avant que je prenne une capture d'écran. Nous ne pouvons pas attendre cela. Les données sont là. Le HTML peut être extrait. Des captures d'écran peuvent être prises. Je peux le faire 100 fois en l'exécutant dans la boucle. Donc je le lance simplement. Je vais sur la page et je vais désactiver les outils de développement car je ne veux pas ouvrir 100 pages maintenant. C'est facile de mettre à l'échelle avec le scrapping des navigateurs. J'ouvre 100 navigateurs vers la même URL, donc ce n'est pas un script sophistiqué. L'objectif de ce webinaire n'est pas de vous montrer comment scripter, mais de vous montrer les technologies disponibles afin que même sur un petit ordinateur portable, sans aucune capacité de scrapping, je puisse littéralement exécuter 100 navigateurs et vous verrez que les captures d'écran vont commencer à arriver. Tout cela est fait en parallèle, les uns par rapport aux autres. Étonnant, étonnant, vous pouvez même en faire 1000 si vous le souhaitez, une excellente technologie pour augmenter à nouveau toute la technologie de déverrouillage est sous le capot. Profitez-en. Je ne vais pas attendre que cela se termine. Cela sera terminé dans 1 minute ou 2 passons à d'autres produits que nous avons qui peuvent vous aider à mettre à l'échelle et vous aider à optimiser vos opérations de scrapping. Maintenant, la prochaine chose dont je veux vous parler, ce sont les fonctions de scrapping. Dans Bright Data, nous avons un produit appelé IDE. Si vous avez un compte chez nous, vous devriez pouvoir accéder à votre compte pour les ensembles de données et l'IDE de web scrapping. Et ici, en bas, vous pouvez commencer avec l'IDE de web scrapping. Il s'agit principalement d'un environnement de codage basé sur le cloud pour développer vos propres scrapers. C'est un environnement qui ne nécessite pas d'écrire beaucoup de code, et généralement, les grattoirs sont très optimisés et ne nécessitent pas des milliers de lignes de code. Pour cette démo, continuons peut-être avec des produits IKEA. Ce sont quelques-uns des modèles disponibles dès le départ. Donc ici, nous avons un script qui se rend principalement sur Amazon.com. Il effectue une recherche, puis parcourt les pages, qu'il s'agisse d'une ou de deux. Nous avons des entrées pour une recherche par mots-clés et le nombre de pages que nous parcourons lors de cette recherche. Il parcourt toutes les pages, collecte tous les URL des produits et plus d'informations dans le code du parseur. Et ensuite, il entre essentiellement dans chaque produit et extrait plus de données. Maintenant, ici, nous avons 2 fenêtres. Nous avons un code d'interaction où vous interagissez essentiellement avec une page. Cliquez, naviguez, tapez et ainsi de suite. Le code du parseur est essentiel. Une fois que nous avons navigué pour extraire les données, le code du parseur est utilisé. Comme vous pouvez le voir, c'est là que nous séparons tout avec les sélecteurs. Et à la deuxième étape, une fois que nous avons collecté les URL des produits, nous allons sur une URL de produit et ensuite nous faisons essentiellement l'analyse. Maintenant, ce script entier prend environ ce que nous avons 21 lignes ici. Nous avons encore 34 lignes ici. Ensuite, si nous passons à l'étape suivante, nous en avons une autre. Ne pas compter les lignes vides, 5 ici. Et bien sûr, le code du parseur est crucial car nous collectons environ 30 points de données différents. Donc, cela fait déjà 30 lignes juste pour ces points de données. Mais en général, nous parlons d'un script qui compte moins de 200 lignes au total et qui fait ce qui suit, n'est-ce pas? Donc nous parlons d'aller sur Amazon.com, de taper un mot-clé, disons Xbox. Ensuite, il collecte chaque URL de tous ces produits. Examine les pages, compte le nombre de pages, puis entre dans chaque produit et récupère plus de données. Ce genre de code à l'intérieur de Visual Studios nécessiterait des milliers de lignes. De plus, chaque fois que vous créez un collecteur IDE, vous obtenez un point de terminaison API spécifique à celui-ci. Et laissez-moi simplement vous montrer cela. Je vais accéder à mon compte de démonstration pour vous le montrer. Et ici, par exemple, chaque collecteur individuel qui est construit a un point de terminaison d'interface de programmation d'application. Donc fondamentalement, vous pouvez déclencher cela par API. Vous avez une configuration de sortie. Donc, si à tout moment j'ai besoin de renommer rapidement quelque chose ou de le réorganiser, nous avons un schéma ajustable. Une autre chose est la préférence de livraison. Ainsi, nous pouvons choisir un format à la volée. Nous pouvons livrer automatiquement les données à votre stockage préféré, Amazon S3 ou Microsoft Azure.
Différents types de notifications. Et tout cela est déjà construit pour vous. Donc, dès la sortie de la boîte, vous pouvez aller ici. Créez un scraper. Obtenez un point de terminaison API. Obtenez les données automatiquement livrées, peut-être à votre webhook, et créez rapidement un processus entièrement automatisé de collecte et de traitement des données sans perdre de temps à déverrouiller des sites web, sans perdre de temps à créer des points de terminaison API, à configurer les serveurs, juste des solutions prêtes à l'emploi que vous pouvez utiliser. Les seules limitations actuelles sont qu'il est basé sur JavaScript. Donc pour l'instant, seule l'interface de codage JavaScript est disponible, mais les avantages sont énormes car par exemple, voici les fonctions que nous avons créées et elles font exactement ce qu'elles disent faire, mais elles fonctionnent un peu différemment. Par exemple, cliquer. Cliquer et cliquer ici signifie la téléportation instantanée de la souris vers le point, vers le sélecteur et en cliquant dessus. Cliquez ici, cela signifie qu'il déplace la souris de manière lente. Il donne l'impression d'être un être humain. Il peut même sauter. Comme vous pouvez le voir en ce moment, parfois ma souris saute. Tout cela est imité. Donc, lorsque vous utilisez clic, lorsque vous utilisez type, lorsque vous utilisez l'outil de souris, toutes ces fonctions sont faites délibérément pour imiter un comportement humain. Donc, si le site utilise n'importe quel type de tracker, il devrait voir qu'il s'agit d'un véritable humain qui utilise l'appareil et bien sûr, tout le déverrouillage, comme je l'ai mentionné précédemment, se fait en interne et c'est un excellent moyen de gratter les sites web. Vous pouvez intercepter les demandes, vous pouvez faire beaucoup de choses, essayez-le. C'est un outil incroyable pour vos opérations de grattage et bien sûr, pour résumer quelques points clés que j'aimerais passer en revue. Concentrez-vous sur votre activité principale. J'ai vu beaucoup d'entreprises dont l'activité principale est de traiter les données. Elles embauchent des ingénieurs, louent des serveurs et construisent toute cette infrastructure pour collecter des données, ce qui n'est pas nécessaire. Inutile de créer votre propre service de collecte de données si ce n'est pas votre activité principale. Choisissez le bon modèle. Comme déjà mentionné, il existe différents modèles où vous pouvez externaliser ou utiliser partiellement ou totalement la méthode de scrapping alternative ou même utiliser les données comme solution. Assurez-vous d'utiliser le bon modèle pour votre travail de scrapping. Et bien sûr, optimisez votre opération de scrapping en utilisant le bon type d'IP, en choisissant une automatisation de navigateur ou une API. Si vous utilisez une automatisation de navigateur, assurez-vous de ne pas gaspiller de bande passante avec des requêtes inutiles. Concentrez-vous sur ce qui est requis. Cela peut vous aider à économiser beaucoup d'argent sur la bande passante. Merci à tous. Mon nom est Raphaël Levy et passez une bonne journée.